Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Marie-Ève Rioux-Pelletier. Je suis agente de développement au service aux collectivités de l'UQAM, mais je suis responsable du protocole UQAM CSN CSQ FTQ. Donc, j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire qui est organisé par ce même protocole, donc le protocole syndical. Il s'agit en fait d'une entente de collaboration entre l'UQAM et les trois grandes centrales syndicales. C'est une entente qui est active depuis plus de 40 ans et qui a mené à de nombreux projets de recherche, de formation, de transfert et de diffusion des connaissances. Ce sont des projets qui prennent forme à la demande des besoins des milieux syndicaux, croisés avec les expertises des professeurs de l'UQAM. Donc, dans le cadre de ce webinaire, j'en profite pour vous souligner l'implication des représentants de vos centrales, Serge Beaulieu à la FTQ. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Serge Beaulieu au service d'éducation à la FDQ. Alors, content de voir qu'il y a autant de participants et de participantes. Bienvenue encore. Merci Serge. Et il y a aussi Marc Daou à la CSQ. Marc. Oui, salut tout le monde. Marc Daoud, du service juridique de la CSQ. Bienvenue. Merci Marc. Donc également, ce webinaire est organisé en collaboration avec un projet dans le cadre du service aux collectivités de l'UQAM. C'est un projet qui est mené au protocole UQAM Relais Femmes et qui est accompagné par ma collègue Ève-Marie Lampron, qui va aussi animer la période de questions. Ça fait plaisir d'être là parmi vous. Puis vous allez voir qu'on travaille, on essaie d'éviter le travail en silo au service collectivité. Donc, quand il y a des projets qui touchent les rapports de genre, de sexe, comme ceux que j'ai le plaisir d'accompagner, et ceux qui touchent le monde du travail et les syndicats, comme ceux que Marie a le plaisir d'accompagner, bien, on a tout intérêt à travailler ensemble. Merci de votre présence. Merci, Ève-Marie. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter les conférencières d'aujourd'hui. Nous avons Rachel Cox, qui est professeure au département des sciences juridiques de l'UQAM. Ses intérêts de recherche portent sur la santé au travail et notamment sur les risques psychosociaux, le droit à l'égalité, l'action syndicale et la recherche-action. Nous avons aussi Nadia Morissette, qui, depuis 1991, est agente en conditions féminines au Centre Femmes au Cadevant de cette île. Elle a aussi œuvré à l'exécutif de l'ère des centres de femmes du Québec de 2014 à 2018, dont 3 ans à la présidence. Alors, mesdames, je vous laisse la parole. Alors, c'est moi qui ai le plaisir de débuter. Alors, tout d'abord, bonjour. Nadia Morissette, je travaille au Centre Femmes aux 80, comme Marie-Ève vient de le nommer. Dans le fond, le centre est impliqué avec Ève-Marie et Rachel en lien avec le protocole UQAM Relais Femmes pour la reconnaissance d'une obligation explicite de l'employeur en matière de violence conjugale au Québec. Parallèlement au travail que Rachel fait de nous outiller, je dirais, scientifiquement avec les besoins terrains qu'on voit au quotidien dans les organisations comme les centres de femmes, les maisons d'hébergement, les centres d'aide aux victimes d'actes criminels. On a pensé qu'il pouvait être intéressant sommairement de vous présenter un peu ce qu'est la problématique de la violence conjugale, de voir comment ça va se répertorier dans les milieux de travail et après, dans le fond, la partie de Rachel va plutôt cibler votre quotidien comme syndicat et comme milieu de travail pour arriver à enrayer ce fléau-là dans vos milieux respectifs. Alors, je vais tenter, là, je vais déjà m'excuser, c'est ma première fois avec 149 personnes, première présentation, je partage mon écran, je suis un peu énervée, puis je sais que j'ai pas beaucoup de temps parce que je pense que l'apport de Rachel va être plus au quotidien, dans le fond, avec ce que vous vivez ou ce que vous représentez, ce que vous réalisez comme travail, donc je me lance. Donc, la violence conjugale, effectivement, a un rôle à jouer, se retrouve dans les milieux de travail. Donc, on veut que ce soit une obligation de prévention pour les employeurs et aussi un rôle crucial que vous avez à jouer, vous, comme syndicat. Tout d'abord, je voulais vous parler un peu du travail des centres de femmes. Souvent, on est un peu mélangé avec les maisons d'hébergement. Les centres de femmes, c'est des milieux de vie
où les femmes se sentent chez elles. On travaille à briser l'isolement des femmes. On leur offre des outils qui vont leur permettre de reprendre du pouvoir sur leur vie. On permet aux femmes de réaliser une prise de conscience individuelle de leur réalité, mais aussi une prise de conscience collective. Donc, on favorise la transformation sociale et on défend et promouvoit les intérêts des femmes. Pour ce faire, on a 3 mandats, les services d'aide individuelle, les activités éducatives et l'action collective. Dans les centres de femmes, on n'intervient pas spécifiquement sur une problématique, mais plutôt sur la condition féminine dans son ensemble. Donc, les femmes qui viennent dans les centres de femmes peuvent vivre différentes problématiques de pauvreté, d'isolement, d'emploi, de relations interpersonnelles, ont besoin d'aide dans leur recours juridique en lien avec leur deuil ou leur santé mentale ou physique, mais aussi avec les différentes formes de violence auxquelles les femmes font face. On peut parler à violence en milieu de travail, violence conjugale, agression sexuelle, etc., etc. Donc, dans les centres, on met en pratique des rapports égalitaires. Donc, les femmes sont considérées comme des participantes à part entière et non comme des consommatrices de services. Notre sujet du jour, la violence conjugale. La violence conjugale, c'est une problématique assez complexe qui nécessite une bonne appropriation pour intervenir efficacement. Donc, le cycle de la violence est composé de 4 phases. Le climat de tension, où là, la tension s'installe dans le couple. Ensuite, il y a l'épisode d'explosion de la violence, où là, on fait face vraiment à l'agression. La justification qui entraîne cette explosion de violence-là, à cette période-là, souvent, c'est là où la femme, par les différentes justifications qui sont émises par le conjoint, va se re-questionner et prendre une partie du blâme. C'est souvent à cette période-là que c'est difficile de mettre un frein, mais ça amène aussi tout le contre-discours de la phase 4 qui vient, la lune de miel, où là, le conjoint souvent offre des fleurs, se montre plus tendre et où, dans le fond, aplanit un peu la situation pour permettre de reprendre le contrôle sur sa conjointe. Ce cycle-là se reproduit dans le temps pour former une spirale. Donc, on voit ici qu'en début de relation, la période de lune de miel prend beaucoup de place. L'épisode violent est plus petit, mais à force que la relation perdure et que le cycle de la violence se reproduit, il n'y a plus beaucoup de périodes de lune de miel et ce qu'on voit, c'est que les épisodes violents sont de plus en plus graves. Il y a différentes formes de violence. Je vais les passer rapidement. La violence psychologique, je vous dirais que c'est celle qui est la plus difficile à identifier. On peut parler de jalousie, de manipulation, d'ignorer l'autre ou de le bouder. Tous ces principes-là sont vraiment difficiles et par contre ont beaucoup d'impact sur l'estime et l'intégrité de la victime. Bien évidemment, il y a la violence verbale. Ça, c'est la violence qui s'entend. Souvent, ce n'est pas nécessairement d'insulter, de se moquer, mais ça peut aussi être très subtil, comme dans changer l'intonation de sa voix, donner des ordres. Ça peut être très direct, mais aussi par personne interposée. La violence économique, c'est un fléau quand même assez important. Je vous dirais, nous, on l'a retenu comme importante parce que dans le milieu de travail, les femmes ont cette autonomie économique-là, donc c'est important de la garder en tête. Par contre, au quotidien, les femmes peuvent avoir un contrôle sur leur salaire, sur la prise de décision relativement aux finances dans le couple. Sur la récompense selon les humeurs. Donc, ça a beaucoup aussi d'impact sur les dépenses qui sont occasionnées auprès des dépenses, entre autres pour les enfants, les sorties scolaires, les vêtements, tout peut être contrôlé. La violence physique, c'est celle qu'on voit. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a un contact quand même entre les partenaires. Donc, ça peut être de lancer des objets, de faire des menaces. Ça peut être aussi de briser des biens qui sont précieux pour la femme. On peut aller aussi même, bien évidemment, sur des contacts physiques, donc étranglement ou frapper directement.
La violence sexuelle, c'est vraiment la plus difficile à cerner, puis c'est souvent la plus difficile à dénoncer pour les victimes. Si on se rappelle socialement, à une époque assez, ben, pas très lointaine, mais nos grands-parents en ont eu conscience, on parlait de rapport, de devoir conjugal. C'est important ici de se rappeler l'importance du consentement dans toute relation sexuelle ou attouchement. On parle aussi de l'utilisation du matériel pornographique. Donc, c'est souvent difficile de nommer cette violence-là par les femmes parce qu'elle touche directement leur intimité. La cyberviolence a fait son apparition, dans le fond, avec toutes les nouvelles technologies de communication. Donc, c'est souvent aussi cette forme de violence-là qui va permettre au conjoint d'interagir ou de contrôler sa victime, surtout en milieu de travail. Donc, on peut parler de la géolocalisation des cellulaires, la publication de photos, de vidéos intimes, les textos harcelants, les courriels, etc. Donc, ça, c'est utilisé de plus en plus maintenant. Bien évidemment, la violence conjugale et le cycle peut mener à l'homicide ou au suicide. Donc, grâce au nouveau lit que le conjoint peut avoir offert à la femme, bien évidemment, elle n'aurait plus jamais mal au dos. Ce qu'on essaie de diminuer, bien évidemment. La violence conjugale a différents effets chez les victimes, différentes conséquences physiques, bien évidemment, des maux de tête, des troubles respiratoires, des troubles du sommeil, des conséquences psychologiques, de l'anxiété, un état dépressif, une peur constante, des conséquences financières, bien évidemment. On parle de médication, de perte salariale, de poursuites civiles, des conséquences sociales, l'isolement, la peur de sortir, les tensions familiales, et même aussi des conséquences spirituelles et existentielles au niveau du changement des perceptions, du sentiment de vide. Le processus mental est bien évidemment occulté. On pense entre autres à ces moments-là quand il y a poursuite judiciaire au niveau criminel ou en droit familial, même si la femme n'est pas appelée à témoigner ou à se présenter, ça continue d'être des inquiétudes à ce moment-là. Donc, l'intensité des émotions varie beaucoup d'une personne à l'autre, mais ce sont des réactions normales vécues parce que la situation ne l'est pas, par exemple. Un élément important à se rappeler dans la violence conjugale qui défait aussi beaucoup un préjugé qui persiste, c'est que quitter le conjoint ne met pas fin à la violence que les femmes peuvent vivre. Donc, suite à une séparation, bien évidemment, ça se continue. On parle de flâner dans le voisinage, d'effectuer des appels répétés, de se présenter sur le milieu de travail, de faire des fausses allégations à la DPJ, de critiquer l'éducation des enfants, d'étirer les temps ou de faire des compromis dans les échanges de garde ou dans les heures de visite avec les enfants. Donc, au travail, bien évidemment, la femme victime va apporter ces différentes préoccupations-là. Donc, souvent, elle va essayer de passer sous silence cette réalité-là qu'elle sait être malsaine. Elle va tenter de préserver son image professionnelle. Elle va s'isoler du reste de l'équipe, retirer toute invitation à des activités en dehors du travail et aussi avoir peur d'attirer l'attention parce que là, ça peut être difficile à dévoiler, bien évidemment. Donc, professionnellement, au travail, la victime a peut-être des fois une étiquette d'employé difficile due à des absences ou à des retards. Elle peut manquer de confiance en elle, elle peut avoir de la difficulté à respecter les échéances, à garder sa concentration, bien évidemment, ou à nouer ou conserver des relations. Nos trois organisations, le Centre d'aide aux victimes criminelles de la Côte-Nord, la Maison des femmes de Bécomo et le Centre de femmes aux 80, dans notre travail conjoint de partenariat avec le service aux collectivités, on a pensé parallèlement à mettre sur pied une trousse qui serait disponible pour les milieux de travail. Cette trousse-là est en ligne depuis le début décembre au www.violenceconjugaleautravail.com. Donc, on vous invite à aller sur ce lien Internet-là pour consulter la trousse. Elle est aussi disponible en format PDF si vous êtes de la génération qui désire imprimer les documents et les avoir papier. Une partie de ce que j'ai donné comme information s'y retrouve, mais également d'autres sujets qui vont vous permettre
d'intervenir si vous êtes confronté à une situation de violence conjugale. L'objectif aussi, c'est que les milieux de travail deviennent des sentinelles, donc soient des experts en référencement vers les ressources externes pour assurer un suivi adéquat et un soutien pour les femmes victimes. Donc, merci. Je laisse la parole à Rachel. Bon, merci beaucoup, Nadia. Bonjour à tout le monde. Il me fait plaisir d'être parmi vous ce matin. Je vais maintenant partager mon écran pour poursuivre. Bon, sur l'élan lancé par Nadia. Donc, je vais enchaîner avec une présentation à 3 volets. Premièrement, développer un peu sur les rapports entre la violence conjugale et les milieux de travail. Ensuite, parler de la proposition de notre partenariat de recherche, proposition qui a été reliée, soutenue par le mouvement syndical, et revenir sur la question du rôle exact des syndicats, que les syndicats pourraient être appelés à jouer dans les mois à venir selon le sort du projet de loi 59. On en discutera en détail. Donc, une récente étude pan-canadienne a montré que près d'une travailleuse sur 3 a déclaré avoir subi de la violence conjugale. C'est donc un résultat qui était plus élevé que ce à quoi on s'attendait. Et de plus, pour plus de la moitié des victimes, la violence conjugale se manifestait à son travail. Donc, de façon assez régulière, le harcèlement par téléphone, par texto, donc à une fréquence incessante. Mais pour une personne sur 5, elle a été suivie ou harcelée à proximité de son travail, donc en chemin vers le travail, dans son auto, dans le stationnement, etc. Dans certains cas, l'auteur des violences va communiquer avec les collègues ou l'employeur. Vous comprendrez le malaise que la personne victime peut en ressentir. Et dans certains cas, il va même se présenter sur les lieux de travail. Il faut noter et comprendre dès maintenant que quand l'auteur des violences commence à harceler, à suivre, à traquer sa victime au travail, c'est un signe de danger imminent. Donc, la présence du harcèlement, c'est un facteur de risque pour l'homicide, pour le féminicide. Donc, comme Nadia disait, une violence qui peut être meurtrière et d'où l'importance du rôle des milieux de travail comme une sentinelle de la chose alors qu'on se situe dans cette escalade. Au travail, le risque est élevé. Hein? Au début, on se posait la question, l'employeur, qu'est-ce qu'il y a à faire dans la violence conjugale? Il faut comprendre que le travail est un lieu à risque pour la victime de violence conjugale. Pourquoi? Dans un contexte d'escalade, peut-être une femme peut se réfugier dans une maison d'hébergement, par exemple, ou dans sa famille, chez ses amis, mais tôt ou tard, elle va devoir retourner à son travail. Et souvent, l'auteur des violences connaît sa routine, connaît le chemin qu'elle prend, sait où la retrouver au travail. Donc, quand on regarde dans les études scientifiques, au lieu de danger, le stationnement du lieu de travail et aussi sont particulièrement à risque les travailleuses qui travaillent dans des milieux ouverts comme les hôpitaux, les petits commerces, etc. Pourtant, ça, c'est l'impact de la violence conjugale sur le travail, mais il y a une relation inverse aussi, l'impact du travail sur la personne victime de violence conjugale. Détenir un emploi, c'est un facteur clé dans la capacité de quelqu'un de quitter, de mettre fin à une relation abusive. Évidemment, c'est l'autonomie financière. C'est aussi tout simplement un lieu de répit de la violence psychologique et physique que la victime peut endurer. Et c'est un lieu où la victime peut accéder à du soutien. Souvent, ça va être les collègues qui vont être les premières personnes à détecter une situation de violence conjugale. Et alors qu'une travailleuse peut s'isoler de sa famille, de ses amis, alors qu'elle s'enfonce dans cette relation malsaine, eh bien, les collègues sont un peu inconstants. Donc, un rapport au travail qu'on veut tout simplement préserver pour aider la reprise du contrôle sur sa vie de la victime.
Maintenant, dernièrement, dans le contexte de la pandémie, la crise sanitaire, le confinement, le télétravail, deux choses font en sorte que la situation va être amplifiée, le niveau de risque va être amplifié. Eh bien, si on travaille plus, on est coupé de ce lieu de soutien que représente le milieu de travail. Et si en plus on est en télétravail, là, à l'abri des regards, l'auteur des violences a encore davantage de moyens de menacer, de contrôler, d'exercer ce contrôle coercitif sur la victime en interférant avec sa prestation de travail. Et pour combler le tout, évidemment, toute possibilité de communiquer avec les personnes à l'extérieur de la maison sont réduites. Et quoi qu'il est encore possible de fuir la violence conjugale, les maisons d'hébergement, les centres de femmes offrent encore des services, c'est un peu plus compliqué de le faire. On n'a qu'à penser au couvre-feu quand on sort de la maison en plein milieu de la nuit. Donc, tout ça, un portrait d'une situation qui se situe en fait dans d'autres évolutions où, de plus en plus, on commence à se dire, tout comme le rôle des agentes au service aux collectivités se chevauche de plus en plus, eh bien, le modèle du droit du travail qui est basé sur une séparation étanche entre la maison et le travail, ça tient de moins en moins. On va devoir reconnaître dans nos politiques publiques que ce qui se passe à la maison, ça affecte ce qui se passe au travail et vice-versa. Ce n'est pas la première fois qu'on fait ce constat-là. On n'a qu'à penser à l'exemple de la conciliation travail-famille. En même temps, toutes les frontières entre le travail et la vie hors travail deviennent de plus en plus poreuses, entre autres à cause de la technologie, les textos. Je ne sais pas pour vous, mais souvent, les membres de la famille sur mon téléphone vont être noyés dans les textos de collègues au courant de la journée. Donc, un phénomène où on dit on ne peut pas concevoir la régulation du travail dans un silo. Il faut au contraire tenir compte de la sphère que constitue la maison, la famille. Et autre élément qui se rajoute, la sphère communautaire. Et on va le voir tantôt avec l'importance du rôle des groupes spécialisés en matière de violence conjugale qui vont venir, on l'espère bien, soutenir et les syndicats et les employeurs pour offrir une réponse adéquate aux victimes de violences conjugales. Donc, un rôle à jouer pour le communautaire, pour les groupes comme le Centre Femmes aux 80, dans la régulation, dans la création d'un espace sécuritaire au travail pour les victimes de violences conjugales. C'est dans ce contexte-là que le partenariat propose, avec l'appui du mouvement syndical au Québec, une obligation explicite pour l'employeur de prévenir la violence conjugale au travail. Ailleurs au Canada, c'est largement le cas déjà. Donc, il y a des dispositions dans la loi sur la santé et la sécurité du travail. Au début du projet, il y avait moins de provinces en vert, alors qu'on évolue. On voit que le Canada se transforme en vert. Dernièrement, en droit fédéral, les dispositions sont en vigueur depuis le début de cette année. Donc, on n'innove pas en la matière. De plus, en droit international, on consacre cette tendance à considérer le risque de violence conjugale comme un risque professionnel avec l'adoption en juin 2019 de la Convention 190 sur l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et une définition de la violence domestique qui est englobée dans la notion plus large de violence au travail. Donc, au Québec, au moment où on se parle, on a certes une certaine protection via la loi sur les normes du travail, 26 semaines de congés non rémunérés et après 3 mois de service contenu, un petit 2 jours de congés rémunérés. Et en santé et sécurité du travail, jusqu'à ce jour, pas vraiment de reconnaissance que l'employeur ait une obligation de prévention ou de protection. Et c'est un peu à cette situation-là que la proposition d'une obligation explicite pour l'employeur s'adresse. Le ministre du Travail a inclus une telle disposition, la disposition souhaitée dans le projet de loi 59.
sans commentaire sur l'ensemble de la chose. On pourrait y revenir dans la période de questions. Et on propose donc d'ajouter à l'obligation générale de l'employeur une obligation en matière de violence sur les lieux de travail, y compris la violence conjugale ou familiale. Donc, voici, à prime abord, une proposition intéressante pour encadrer la violence conjugale au travail. Maintenant, j'attire tout de suite votre attention sur le fait que l'obligation de l'employeur en la matière peut être explicite ou implicite. En Ontario, première juridiction à adopter une telle disposition, on a passé par une disposition spécifique qui dit que l'employeur qui prend connaissance ou devrait raisonnablement avoir connaissance du fait qu'il peut se produire dans le lieu de travail de la violence familiale doit prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger la personne. Mais dans d'autres juridictions au Canada, on n'a jamais adopté une disposition explicite. On a tout simplement passé par l'obligation générale de l'employeur en étendant la notion de violence, car qui prétendrait que l'employeur n'a pas une obligation en matière de violence sur les lieux de travail? Donc, on a ouvert cette violence-là pour inclure la violence en provenant de tiers. Et on a inclus dans cette notion de tiers les conjoints, les ex-conjoints violents. Donc, deux approches, une explicite, l'autre implicite, mais qui fonctionnent un peu vers atteindre la même finalité. Dès qu'on se situe dans le domaine de la santé et sécurité du travail, de la prévention, on retombe sur quel fondement? Sur l'obligation de l'employeur de faire preuve de diligence raisonnable dans l'identification, le contrôle et l'élimination des risques à la source. Donc, c'est là qu'on pourrait y voir déjà le risque que la violence conjugale se manifeste au travail ou à proximité. Ou encore, c'est quand même une notion vers laquelle on va interpréter toute l'obligation générale de l'employeur, y compris advenant l'adoption de la disposition proposée dans le projet de loi 59. Et c'est un peu le pont, cette obligation de diligence raisonnable de la part de l'employeur pour que nous, comme partenariat, on propose une obligation de mise en œuvre, la mise en œuvre de l'obligation de l'employeur avec l'adoption d'une politique de prévention en matière de violence conjugale au travail. Bref, petit retour maintenant, lorsqu'il sait ou devrait raisonnablement savoir. Vous constaterez, juristes et autres personnes avisées de la chose, qu'on assiste ici à une modulation de l'obligation de l'employeur. Donc, on y met des conditions. La condition, c'est la connaissance, soit la connaissance objective, donc on a eu un signalement pour Madame X, ou encore la connaissance imputée, c'est-à-dire que la personne raisonnable, dans les mêmes circonstances, aurait su que telle travailleuse était victime de violences conjugales. Même si ça consiste en une modulation de l'obligation de l'employeur, après analyse et réflexion et consultation, on est arrivé à la conclusion que finalement, cette modulation était une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on est ici dans un contexte, comme pour plusieurs autres questions de santé et sécurité en temps de pandémie, où on tente de trouver un équilibre entre la reconnaissance de droits au travail pour les personnes salariées et le respect de leurs droits au respect de leur vie privée. Donc, pour nous, une bonne modulation, pourquoi? Parce qu'on dit, mais l'employeur, une fois qu'il y a une politique qui permet des signalements, il a fait preuve de diligence raisonnable. On ne voudrait surtout pas qu'il pense qu'il doit espionner à la fenêtre de la cuisine le dimanche soir pour voir si la travailleuse est victime de violences conjugales. Donc, une modulation appropriée qui va avec la mesure de contrôle de l'employeur sur la situation de risque. Maintenant, pour expliquer un peu plus la politique de prévention en matière de violence conjugale que nous espérons fasse partie intégrante de la nouvelle obligation de l'employeur, le cas échéant. Donc, un volet en dehors de tout signalement.
On voudrait que la violence conjugale et son traitement dans les milieux de travail ne soient pas limités à un signalement, puis là, on fait quelque chose pour aider, mais à une prise de conscience un peu plus globale. Donc, une évaluation des risques de violence au travail qui comprendrait les risques de violence conjugale. À quoi ça peut ressembler de façon concrète? Par exemple, le meilleur exemple, c'est dans les écoles primaires où il faut avoir un plan en cas d'attaque armée, donc il faut contrôler les allées et venues à l'école. Eh bien, ça s'accorderait parfaitement avec une protection en cas de violence conjugale où on peut dire, par exemple, mais telle personne, on ne laisse pas rentrer sur les lieux de travail. Autre exemple d'intervention qui peut être faite avant même qu'il y ait un signalement, on a vu que l'auteur des violences peut, dans le contexte de l'exercice de son contrôle, peut attendre la travailleuse à son poste de travail, à sa sortie de travail et immédiatement après qu'elle quitte son lieu de répit, reprendre le contrôle sur elle. Donc, une interdiction aux membres adultes de la famille de flâner sur les lieux de travail pourrait être bénéfique. On n'a qu'à penser à une situation, par exemple, dans un hôpital où peut-être l'employeur ne remarquerait pas que monsieur est là, mais ça permettrait quand même une intervention rapide, tout simplement en affirmant une politique générale en la question. Deuxième volet, en dehors de tout signalement, la sensibilisation sur la violence conjugale. En écoutant Nadia ce matin, vous avez constaté qu'il y a une escalade de la violence, il y a tout simplement, il y a un exercice de contrôle et aussi des phases de réconciliation, de lune de miel, etc., où l'auteur des violences va s'assurer que la victime ne le quitte pas, malgré tout l'abus qu'il a fait subir. Donc, c'est important pour les personnes qui interviennent auprès des victimes de comprendre qu'il faut respecter le rythme de la victime. Il ne faut surtout pas lui dire « Ah, tu vas le quitter tout de suite », etc. Et les situations d'intervention nécessitent ce genre de connaissance du phénomène particulier. Pourquoi? Parce que sinon, ça devient extrêmement frustrant. Les personnes face à une victime de violence conjugale peuvent ressentir de l'incompréhension, de l'impuissance, même de la colère envers la victime s'ils ne sont pas au courant de ce phénomène dans son ensemble. Maintenant, en cas d'où l'importance de la trousse produite par les partenaires. Donc, en cas de signalement, pour éviter des signalements, il faut avoir des procédures appropriées. Quels sont les éléments incontournables? Un engagement à respecter le droit à la vie privée de la travailleuse victime, un engagement à respecter la confidentialité d'un signalement. Deuxièmement, pour bien évaluer le risque que ça peut représenter, conseiller la personne victime la référence à tout prix à des ressources externes spécialisées en matière de violence conjugale. Il y a des études préliminaires en Angleterre, aussi en Australie, et quand on fait le bilan des premières années d'intervention des milieux de travail en la matière, on revient systématiquement à la nécessité d'impliquer des ressources externes spécialisées. Ce n'est pas la prise en charge par l'employeur, comme par exemple dans le cas du harcèlement psychologique, pas du tout. C'est vraiment le pivot vers les ressources externes qui, elles, sachent comment intervenir, comment aider véritablement. L'employeur, le milieu de travail et donc vous, les syndicats, vont devoir, dans certains cas, avoir un rôle particulier à jouer dans la mesure où la ressource externe juge qu'on va mettre en œuvre un plan de sécurité individuel. Donc, ça peut être quoi? Ça peut être modifier l'horaire, modifier l'affectation, donc jouer avec la routine pour que la travailleuse soit moins vulnérable alors qu'elle effectue son travail ou elle est en chemin vers son travail. Faire en sorte qu'elle soit accompagnée dans le stationnement, c'est au lieu de danger pour les victimes de violences conjugales. Moi, ce que j'aime beaucoup pour sa valeur symbolique, c'est aussi quand l'employeur, lui, envoie une mise en demeure à l'auteur des violences pour dire « cessez de harceler ma travailleuse quand elle est au travail aux alentours ». Donc, une intervention d'une autre partie pour dire « la violence conjugale, c'est inacceptable ».
Et ça peut aussi être des mesures comme afficher la photo de l'auteur des violences à la réception, avoir des directives claires pour le personnel, quand est-ce qu'on appelle le 911, appliquer les ordonnances du tribunal, par exemple, faire inclure dans les ordonnances provisoires ne pas suivre la victime à son travail et que l'employeur participe au fait de veiller au respect de ces ordonnances-là. Et dans des cas extrêmes, on a maintenant la proposition de créer des cellules de crise dans toutes les régions du Québec, bien, faire le lien avec ces cellules de crise-là. Il faut noter que les politiques en matière, les lois en matière d'obligation de l'employeur en matière de violence conjugale et en Ontario et en Alberta ont été adoptées suite à des recommandations du coroner qui s'enquêtaient sur les morts de femmes sur leur lieu de travail, morts qu'on a considérées prévisibles et évitables. Donc, c'est le temps qu'on sache, bien, il faut cesser de regarder ses souliers quand on sait que quelqu'un est victime de violence conjugale. Il faut équiper le milieu pour savoir qui fait quoi, dans quelle situation. Donc, autre aspect de l'obligation qui est proposé dans le projet de loi, la notion sur les lieux de travail. Que ce soit clair, au sens de la LSST, le lieu de travail, ce n'est pas la même chose que l'établissement de l'employeur. C'est un endroit où, par le fait ou à l'occasion de son travail, une personne doit être présente. Donc, si je voyage entre une école et une autre école au cours de ma journée, je suis à l'occasion de mon travail. Si je suis dans le stationnement, je suis à l'occasion de mon travail. Si je suis à la fête de fin d'année, je suis à l'occasion de mon travail. Donc, c'est les ascenseurs, le stationnement et en cas de télétravail, ça peut être la maison aussi. La loi s'applique là. En cas de télétravail, évidemment, l'obligation de l'employeur est modulée. Encore une fois, cette recherche d'un équilibre entre le droit au respect de la vie privée et les interventions de l'employeur. Donc, l'employeur, il peut quand même faire des choses, rappeler que sa politique en matière de violence conjugale s'applique dans un contexte de télétravail pendant le temps de travail, annoncer la possibilité de consulter des ressources, si nécessaire, sur le temps de travail, donc se montrer ouvert au fait qu'il puisse y avoir un problème à la maison, se prendre une distance avec cette vision idéalisée de la maison comme étant un lieu sûr pour les femmes. Sensibiliser son personnel au sujet de la violence conjugale, y compris des signes lorsque la personne est en télétravail, qu'elle est en détresse ou qu'elle a de la misère à avoir l'espace nécessaire pour faire son travail à la maison. Et en cas de signalement, encore une fois, faire évaluer le risque qui se fait selon les règles de l'art, basées sur des données probantes pour être sûr qu'on prend les moyens nécessaires pour protéger les victimes. Ça peut être aussi aménager, réduire les heures de travail, offrir un congé rémunéré et, si c'est approprié, prioriser le retour au travail de la travailleuse dans l'établissement de l'employeur. Ça serait une mesure appropriée dans certains cas, le tout à discuter. Donc, votre rôle comme syndicat dans tout ça, j'ai parlé d'études préliminaires en Angleterre, au Royaume-Uni et en Australie. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que souvent, ce n'est pas l'employeur qui entend parler de la situation difficile en premier, mais plutôt le syndicat lorsqu'il y en a un. Donc, concrètement, le fait de faire un signalement de violence conjugale, c'est une chose qui est plutôt difficile. Il n'y en a pas autant, malgré qu'on doit mettre en place les conditions appropriées pour recevoir un signalement. C'est beaucoup stigmatisé. Qu'on soit femme, homme, non-binaire, gay, straight, personne n'aime dire « ma relation intime est malsaine, je suis victime de violence dans mon couple ». N'est-ce pas? Donc, souvent, les syndicats vont avoir connaissance d'une situation où la travailleuse a problème, comme disait Nadia, reçoit une mesure disciplinaire et en faisant une petite enquête sur la situation, le syndicat en vient à comprendre qu'elle est victime de violence chez elle. Donc, un rôle, somme toute, crucial pour le syndicat.
première démarche pour bien prendre en charge la situation, c'est de négocier une politique de prévention en matière de violence conjugale en insistant sur le fait que, oui, il faut évaluer les risques en amont, donc reconnaître que ça peut arriver. Statistiquement, si vous êtes dans un milieu à prédominance féminine, ça va arriver tôt ou tard dans votre milieu de travail et faire preuve de vigilance à l'égard de cette question du respect de la vie privée. On a déjà vu certains employeurs qui sont prêts à intervenir pour dire à la travailleuse « Oh non, votre chum, on ne l'aime pas, vous devez le quitter ». Non, 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 ce n'est pas pour ça qu'on a mené cette campagne-là, pas du tout. Il faut être prêt à revenir sur le rôle de l'employeur qui est d'assurer que la travailleuse est en sécurité lorsqu'elle est au travail aux alentours. Point. Donc, négociation de la politique, quoi mettre dedans, quoi mettre aussi dans la convention collective. Les 2 jours de congés rémunérés sont nettement insuffisants quand on pense à toutes les dates de cours, les rendez-vous, etc., le déménagement, tout ça. Donc, un lieu où on peut intervenir pour soutenir les victimes. Aussi, comme on a évoqué, bien, souvent, le rendement va être baissé à force de vivre cette relation où on est saboté dans notre vie professionnelle par l'auteur des violences. Donc, une protection contre les sanctions disciplinaires dans la mesure où on est victime de violences conjugales, le maintien du lien d'emploi, une protection de l'emploi pour la période autour et des mesures de protection de la vie privée très concrètes du genre, bien, quand on a un signalement où on dénonce une situation de violence conjugale, le dossier ne se retrouve pas dans le dossier ressources humaines, mais dans un dossier à part qui est bien protégé pour que seules les personnes qui ont besoin de le savoir pour protéger la travailleuse soient au courant. Aussi, on a parlé du rôle important de référencement vers les ressources externes, les maisons d'hébergement, les centres de femmes, les CAVAC, les centres d'aide aux victimes d'actes criminels. Excusez-moi. Et donc, le syndicat peut des fois mieux connaître que l'employeur les ressources nécessaires qui sont disponibles dans la région. Toutes les mesures, le référencement va dépendre évidemment du contexte local, de qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est approprié dans votre région à vous. En termes de pistes de réflexion pour les syndicats, et notre partenariat n'a pas pris position sur cette question, au Canada anglais, le CTC préconise une politique maintenant de redevabilité progressive qui ressemble drôlement à la progression des sanctions pour les auteurs de violences, parce que autant qu'on a les personnes victimes, autant les auteurs des violences procèdent à poser des gestes de contrôle, à suivre, etc., à envoyer les textos incessants alors qu'ils sont au travail. Donc, ce qu'on propose, c'est de ne pas avoir une politique de tolérance zéro pour les auteurs des violences au travail. Entre autres, le fait pour l'auteur des violences de perdre son emploi, c'est un facteur de risque pour l'homicide. Donc, en adoptant la perspective de la victime, on ne veut quand même pas que l'auteur des violences soit congédié par l'employeur. De plus, les personnes en provenance des syndicats vont comprendre qu'il y a toujours un risque que l'arbitre réintègre à un moment donné, puis ça vous place dans une position plutôt délicate. Donc, un débat à avoir, politique de tolérance zéro, c'est bon comme déclaration, mais quand on vient le temps de juger du comportement de l'auteur des violences, c'est un peu plus compliqué que ça. Et dernière considération que je crois essentielle de soulever avec vous à ce stade-ci, la question des traumatismes vicariants. Donc, ça veut dire la possibilité pour les représentants et représentants syndicaux qui sont chargés de soutenir la victime eux-mêmes de subir un traumatisme via l'autre personne. Attention, les personnes qui vont s'impliquer, et c'est très bien, peuvent elles-mêmes être survivantes de situations de violence dans leur vie, de violence conjugale en particulier. Donc, excellente connaissance de la problématique, mais vulnérabilité.
Et ce qu'on a suggéré dans l'étude britannique auprès des personnes, des syndicats qui interviennent auprès des victimes de violences conjugales, c'est que chaque fois ça se fait face à un signalement, la personne au syndicat doit se confier à une autre personne de son syndicat. Pourquoi? Pour maintenir une certaine distance critique. Les histoires, les anecdotes racontées dans les études démontrent et puis, les personnes qui connaissent la violence conjugale ne seront pas étonnées de la chose. Les auteurs des violences peuvent être cruels, mais cruels envers leurs victimes. Et les personnes au syndicat sont à la recherche de justice à grand cœur et vont souvent aller jusqu'à dire, bien, si ça se passe à 2 heures du matin, vous viendrez chez nous. Prenez les enfants, venez chez nous, etc. Et ça peut être extrêmement prenant. Donc, des mesures pour protéger la santé, la sécurité au travail des personnes qui représentent le syndicat puis qui interviennent. Par ailleurs, ce que la même étude a démontré, c'est que plus que ces personnes-là possèdent des leviers juridiques permettant d'obtenir une réponse adéquate et appropriée de l'employeur, moins qu'ils sont à risque eux-mêmes de faire des burn-out ou de subir des conséquences psychologiques. Donc, c'est l'impuissance qui est dangereuse et on espère bien qu'avec une obligation pour l'employeur, ça va fournir exactement ce levier juridique pour le syndicat. Donc, on est sur un terrain à la fois de défis et d'opportunités. Personnellement, je vois la question de la violence conjugale et votre présence en grand nombre ici ce matin comme étant un renouveau de l'action syndicale dans un souci d'inclusivité. C'est apporter une perspective de genre aux relations du travail et de l'emploi et à l'action syndicale. Une fois et pour toutes, mettre de côté ce mythe qu'il s'agit de mondes distincts, travail et famille. Non, les deux forment un tout parce que nous êtes une seule personne humaine, qu'on soit au travail ou non. Et donc, je crois bien qu'il y a là pour les syndicats, comme je disais, un défi, certes, mais aussi une opportunité de renouveler l'action syndicale. On est dans un contexte de renversement de paradigme, comme je disais, le télétravail, autrefois, une opportunité, un privilège, maintenant l'obligation, beaucoup moins de frontières entre la vie au travail et la vie professionnelle. Il demeure pas moins que la valeur syndicale de solidarité est une valeur qui demeure tout à fait appropriée. Donc, sur ces paroles-là, je vous remercie de votre écoute et j'attends vos questions.